Nous allons aborder maintenant un sujet complètement différent, puisque ce n'est pas de pollution par des perturbateurs endocriniens dont nous allons parler, mais de perturbations électromagnétiques, de pollution électromagnétique. Et donc ça, c'est une thématique nouvelle qui est encore dans un domaine contesté, car il y a des enjeux que vous devinez économiques et financiers qui sont contradictoires vis-à-vis des problèmes de santé, avec cette non-reconnaissance, je dirais, de notre système économique et politique actuel vis-à-vis de ce qui se passe. Mais la communauté médico-scientifique internationale est de plus en plus convaincue que les champs électromagnétiques, et c'est pas depuis ces toutes dernières années, c'est depuis une cinquantaine d'années, sont convaincus qu'en fait, les champs électromagnétiques fabriqués par l'homme, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, polarisés et pulsés, sont extrêmement toxiques vis-à-vis de la matière vivante et au niveau des organismes. Alors, la question posée, c'est: les ondes électromagnétiques sont-elles dangereuses ? Et je vais bien sûr essayer de vous répondre et dire oui, malheureusement, les champs électromagnétiques artificiels, c'est-à-dire ceux que nous fabriquons, sont dangereux pour la santé. Alors, nous avons depuis un bon siècle affaire à une évolution, à un essor des technologies qui mettent en cause des champs électromagnétiques. Ça a commencé par l'électricité, et puis après, il y a eu, bien sûr, les radars, la radio, la télévision, et depuis un certain temps, les technologies sans fil, de communication sans fil. Et donc, tout ceci s'est fait avec des progrès technologiques majeurs. Personne ne va critiquer ici la découverte de l'électricité, la télévision, etc. Tout ceci nous apparaît être des progrès qui touchent le confort de vie, la communication. Mais la véritable question est de savoir, est-ce que ça concerne la santé? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas des effets toxiques, délétères au niveau du vivant en général, car ma communication là va concerner non seulement la santé, mais également l'environnement, et notamment avec cette notion de perte de biodiversité liée aux champs électromagnétiques. Alors, attendez, il faut que j'aille chercher mes lunettes, je vois pas. Donc, aujourd'hui, la part des champs électromagnétiques dans l'apparition des maladies, c'est, je dirais, avec des arguments, on peut dire des preuves, qu'il y a des liens de causalité possibles pour ce qui est des cancers, de la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, l'hypofécondité, voire l'infertilité, les troubles du rythme cardiaque, les troubles associés à l'électro-hypersensibilité, bien sûr nous allons y revenir, et la baisse de l'immunité. Alors, je ne vais pas pouvoir vous exposer tout cela, mais je vais d'abord... Attendez, je vois ce que j'ai mis. Voilà. Pour le cancer, vous savez que les champs électromagnétiques, qu'il s'agisse des extrêmement basses fréquences ou des radiofréquences, je vais y revenir dans un instant, sont possiblement cancérigènes. Ceci, c'est ce que l'OMS affirme au travers de l'IARC, c'est-à-dire du Centre international de recherche sur le cancer. Donc c'est possiblement cancérigène. Aujourd'hui, il y a des arguments pour dire que c'est au-delà du groupe 2B, que ça pourrait concerner le groupe 2A, c'est-à-dire probablement cancérigène, voire pour certains cancérologues aujourd'hui, certainement cancérigène. Donc je ne veux pas m'avancer sur ce débat-là, mais c'est en tout cas au minimum possiblement cancérigène. Alors ça, c'est un exemple pour ce qui est des cancers du sein.
Il y a plusieurs mécanismes, bien sûr, pour expliquer cette carcinogénicité. Soit il y a des mutations qui se passent directement au niveau de l'ADN, soit on va passer par des mécanismes épigénétiques. Et par exemple, pour le cancer du sein, on pense que sous l'effet des champs électromagnétiques, il y a une diminution de la mélatonine. Et vous savez que la mélatonine est une hormone anti-stress oxydant. Et à partir du moment où vous avez une diminution de production de la mélatonine, vous avez fabrication par l'organisme de radicaux libres qui, eux, sont cancérigènes. Donc, si vous voulez, il est clair que nous sommes devant des mécanismes variables, mais qui sont, si vous voulez, possiblement cancérigènes. Et donc, alors, ça a bien été démontré pour les tumeurs du cerveau. Un lien entre abus du téléphone portable et glioblastome. Le lien est au plan épidémiologique établi et avec des arguments toxicologiques qui montrent que là encore, au nom de ce principe de cohérence, on pense qu'il y a un lien de causalité possible. C'est aussi démontré pour la leucémie de l'enfant, avec là un effet dose démontré autour des lignes à haute tension. Plus vous vivez proche d'une ligne à haute tension, plus la probabilité pour l'enfant de faire une leucémie aiguë est démontrée. Alors là, il y a de multiples études dans la littérature qui le démontrent. Et donc, quand il y a un effet dose, c'est un critère de causalité reconnu par l'OMS. Et donc, à ce moment-là, donc, on peut dire que c'est au minimum possiblement cancérigène. Voilà. Il y a eu un grand spécialiste, si vous voulez, qui est Henry Ley, américain, qui a fait la part des études, qu'elles soient immunologiques ou toxicologiques, qui montrent qu'il y a l'existence d'un effet neurologique selon la fréquence électromagnétique testée. Alors vous avez deux groupes, vous avez les extrêmement basses fréquences d'un côté, c'est sur la droite, et puis les radiofréquences qui sont sur la gauche. Et vous voyez que le nombre d'études qui montrent qu'il y a un effet au niveau neurologique, qu'il s'agisse d'une sclérose en plaques ou d'une sclérose latérale amyotrophique, etc., et montre qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas anodin. Je dois dire que, par exemple, si on prend la sclérose en plaques, vous avez une vingtaine d'études épidémiologiques dans le monde qu'il y a un lien entre les extrêmement basses fréquences, l'exposition professionnelle aux extrêmement basses fréquences et l'apparition d'une sclérose en plaques. Voilà. Et vous avez de même à peu près une vingtaine également d'études épidémiologiques qui montrent qu'il y a un lien entre exposition aux extrêmement basses fréquences et maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est probablement l'affection neurologique qui est d'ailleurs la mieux étudiée en matière de causalité en ce qui concerne les champs électromagnétiques. Alors, ceci est résumé sur ce tableau. Vous avez ici, on a regroupé les décisions prises lors de colloques soutenus par l'OMS ou par des déclarations même de l'OMS. Vous voyez qu'en 1996, à Berlin, il y a eu un workshop organisé par l'OMS sur le MCS. Alors, c'est la sensibilité multiple aux produits chimiques. Je vais y revenir. C'est parce que cette sensibilité multiple aux produits chimiques, elle accompagne dans 30% des cas une électro-hypersensibilité. Donc, ce sont des gens qui sont intolérants à de multiples produits chimiques et on commence à connaître les raisons de cette intolérance. En 1997, eh bien, ça a été un report préparé par des experts de l'Union européenne pour la Commission européenne et qui ont montré l'implication possible des champs électromagnétiques au plan de l'électrosensibilité notamment, mais en tout cas au plan symptomatique, en reconnaissant que les champs électromagnétiques pouvaient déclencher des symptômes chez les sujets, alors des maux de tête, bien sûr, des
des troubles cognitifs, des pertes de mémoire immédiates, troubles de l'attention, etc. Tout ceci est bien sûr répertorié actuellement. Alors, je vais passer pour arriver tout de suite en 2001, où là c'est très important, c'est la reconnaissance donc par l'OMS, comme je vous le disais tout à l'heure, que les extrêmement basses fréquences sont possiblement carcinogènes, donc classés dans le groupe 2B. Il y a eu en 2004 à Prague un nouveau workshop qui a identifié l'existence d'une intolérance environnementale idiopathique attribuée au champ électromagnétique. Donc ça, c'était éventuellement au niveau symptomatique. Et puis, en 2005, donc un an plus tard, l'OMS a reconnu l'électro-hypersensibilité comme une affection délétère à part entière, mais n'a pas reconnu le lien causal avec les champs électromagnétiques. Donc, a reconnu l'existence de cette pathologie nouvelle attribuée aux champs électromagnétiques, mais pas, si vous voulez, n'a pas reconnu que c'était certainement lié aux champs électromagnétiques. Et puis, en 2011, donc plus récemment, les radiofréquences ont été, comme les extrêmement basses fréquences, reconnues comme appartenant au groupe 2B, c'est-à-dire possiblement carcinogènes. Et puis nous avons organisé en 2015 un 4e colloque de l'appel de Paris et nous avons pu faire le point avec une réunion consensuelle sur les effets délétères des champs électromagnétiques et en particulier la naissance de l'électro-hypersensibilité chez certains sujets. Alors c'est pour vous dire que ça évolue au niveau international. Et bien que ça évolue au niveau international, nous sommes toujours dans une ambiguïté, je dirais, et politique, qui est qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter l'apparition de ces risques potentiels, qui sont certes pas encore du domaine de la certitude, mais qui devraient être pris en compte au nom du principe de précaution. Alors, il faut distinguer, et c'est parce que mon exposé va surtout concerner l'électro-hypersensibilité, qui est cette nouvelle pathologie que nous avons particulièrement étudiée. Et il faut bien distinguer l'intolérance proprement dit, qui est le fait que les gens ne supportent pas, ne tolèrent pas les champs électromagnétiques, avec donc l'apparition de symptômes cliniques, d'anomalies biologiques et radiologiques, et donc un certain nombre de critères diagnostiques qui ont été mis en cause. Il faut distinguer cette intolérance qui peut survenir pour des intensités de champs électromagnétiques, je dirais entre guillemets, normales ou importantes, de l'électro-hypersensibilité qui, elle, est une pathologie particulière d'intolérance, mais avec un abaissement du seuil de tolérance aux champs électromagnétiques. Autrement dit, ce sont des sujets qui ne tolèrent pas les faibles doses, les faibles intensités de champs électromagnétiques. Et ça, c'est différent. Et on a l'équivalent pour la sensibilité multiple aux produits chimiques. Ce sont des sujets qui ne tolèrent pas les petites doses de champs électromagnétiques, de produits chimiques. Et ça ne concerne pas uniquement un produit chimique, mais c'est une multitude de produits chimiques. Nous sommes dans deux types d'hypersensibilité, soit aux champs électromagnétiques, soit aux produits chimiques, et on verra pourquoi et comment dans un instant. Alors, il y a des cris d'alarme qui sont plus ou moins valables parce que ce sont des estimations et non pas des démonstrations avec des évaluations scientifiquement conduites. Mais il est évident que dans certaines régions du monde, on a une prévalence qui augmente pour des sujets qui ne se considèrent comme intolérants aux champs électromagnétiques, ou plus précisément électro-hypersensibles. Et donc vous voyez que si on a les points là en très plein, mais que si on continuait la courbe, ça veut dire que on devrait aboutir à des
des 25%, 50%, voire même 50% de gens qui deviendraient intolérants au champ électromagnétique. Alors, on n'en est pas loin, on est bien sûr, on est loin de cela, mais il est clair qu'aujourd'hui, si on estime la prévalence de l'électro-hypersensibilité dans le monde, c'est plusieurs dizaines de millions de personnes, voire centaines de millions. Et pour ce qui est de la France, en général, c'est de l'ordre, selon l'ANSES, par l'ANSES. L'ANSES, c'est plusieurs millions de Français qui seraient, comme dans d'autres pays, intolérants au champ électromagnétique. Alors, sous forme de symptômes très divers que nous étudierons, mais qui se plaignent en tout cas en disant à chaque fois que je mets mon portable à l'oreille ou à chaque fois que j'utilise mon ordinateur branché en Wi-Fi, connecté en Wi-Fi, bien, ça ne va pas, j'ai mal à la tête, j'ai des symptômes, etc. Donc c'est quelque chose qui existe et qui est malheureusement, compte tenu de cette fuite en avant des technologies sans fil, non reconnue au plan politique. Alors nous avons étudié une population, nous avons la plus grande série mondiale de sujets électro-hypersensibles actuellement, puisque nous en sommes à plus de 3000 malades examinés et investigués, biologiquement et radiologiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est un résultat que nous avons fait sur à peu près 700 malades. Ça va être publié sur beaucoup plus de malades. Vous voyez qu'il y a une prédominance, alors que d'abord, il y a une prédominance, que ce soit l'électro-hypersensibilité ou la sensibilité multiple au champ électromagnétique, il y a une prédominance féminine. Et quand vous avez les deux associés, dans 30% des cas, il y a à la fois la sensibilité aux produits chimiques et une sensibilité au champ électromagnétique, bien vous avez toujours cette prédominance féminine. Donc les femmes sont, si j'ose dire, génétiquement plus susceptibles que les hommes à cette intolérance au champ électromagnétique. Alors, je vais très rapidement, parce que là c'est un peu confus, mais vous dire quels sont les symptômes. Alors les symptômes de l'électro-hypersensibilité, c'est d'abord des maux de tête, vous voyez, dans 80% des cas d'électrosensibles. Vous avez également des douleurs musculaires, ce qui fait que cette affection est souvent confondue avec la fibromyalgie. Vous avez des dysesthésies, des picotements, des fourmillements, des brûlures au niveau de la peau qui apparaissent. Vous avez surtout des acouphènes, ça c'est très curieux. Vous savez que les ORL, c'est dommage que Marcel Populot ne soit pas là, parce que les ORL ont très souvent sont en présence d'acouphènes dont ils n'expliquent pas l'origine. Alors ils comprennent le mécanisme, bien sûr, ils essaient de traiter avec des médicaments qui très souvent ne marchent pas, il faut voir les choses en face, mais c'est un des symptômes phares de l'électro-hypersensibilité ou de l'intolérance au champ électromagnétique. Vous avez des faux vertiges, en fait, très souvent, qui sont là. Dans quelques rares cas, des vrais vertiges, c'est-à-dire rotatoires, mais très souvent, c'est des vertiges avec des troubles de l'équilibre. Ça, c'est très important aussi à considérer. Et surtout, ce qui arrive, c'est des troubles cognitifs qui sont très souvent, dans plus de 70% des cas, vous avez une perte de mémoire immédiate et des troubles de l'attention et de la concentration, qu'on explique maintenant tout à fait par les arguments que je vais vous donner dans un instant. Donc voilà cette symptomatologie, tout en sachant que à cela et ces symptômes-là, au dire des malades, je dis bien au dire des malades, sont déclenchés à chaque fois qu'ils pensent être exposés à des champs électromagnétiques. Mais par contre, vous avez une triade symptomatique qui, elle, est plus continue et n'est pas forcément liée au champ électromagnétique, n'est pas forcément sujet à une exposition au champ électromagnétique, car c'est comme si c'était imprimé dans le marbre cérébral. Vous avez des insomnies, les gens ne dorment plus. Fatigue, l'impression de fatigue chronique, d'où, si vous voulez, là encore, vous savez qu'il a été décrit
le syndrome de fatigue chronique, et l'une des causes est très probablement l'exposition aux champs électromagnétiques. Et enfin, une tendance dépressive. Donc c'est une triade symptomatique: insomnie, fatigue, tendance dépressive. Avec un certain nombre d'idées suicidaires dans 20% des cas. C'est des gens qui, tout de même, finissent par très mal tolérer l'environnement qu'ils disent être électromagnétique. Voilà. Alors tout ceci est dénié par le corps médical encore maintenant, mais ça bouge. Il y a à peu près maintenant 30 à 40% des médecins qui disent qu'ils ont vu dans leur patientèle des sujets qui relèvent d'une électro-hypersensibilité et qui y croient, et qui disent que l'exposition au champ électromagnétique est une cause plausible, mais sans qu'on ait apporté encore de preuves définitives à ce sujet-là. Et puis, il y a des troubles également de l'humeur, anxiété, émotivité, irritabilité. Mais le point important, c'est lésions cutanées. Il y a des lésions cutanées. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée dans la littérature scientifique qui a été rapportée ces dernières années, c'est que c'était dans la tête que ça se passait. Et c'est ce que disent encore un certain nombre de médecins. C'est faux. Nous avons démontré l'existence de signes objectifs tels que les lésions cutanées et aussi les troubles de l'équilibre avec un syndrome de Romberg, un signe de Romberg positif chez un certain nombre de ces malades. Donc on est vraiment en présence d'une neuropathie et non pas d'une maladie purement psychiatrique, même s'il y a les conséquences de cette neuropathie au plan psychologique et éventuellement psychiatrique. Donc vous voyez, c'est ça. Et le grand argument que j'ai aujourd'hui, il est une erreur médicale d'avoir séparé la psychiatrie de la neurologie. Et vous savez qu'autrefois c'était la neuropsychiatrie. Et je pense que c'est malheureux parce que les psychiatres, si vous voulez, n'ont pas à leur disposition des tests biologiques objectifs qui permettent de dire que telle affection relève d'une bipolarité, d'une schizophrénie, etc. Ce sont des diagnostics qui restent subjectifs en psychiatrie, et au niveau des expertises psychiatriques, c'est là l'un des problèmes majeurs, à mon avis, actuellement. Il est évident qu'il faut que les psychiatres se mettent également avec des tests objectifs, donc rejoignent en partie ce que les neurologues font. Alors, je ne vais pas trop insister sur ceci. Attendez, on va essayer d'avancer. Si je peux. Bon, j'ai du mal là. Voilà. Voilà l'exemple de lésions cutanées qu'on peut trouver chez ces malades-là. Alors bien sûr, comme ces lésions cutanées dépendent de l'exposition, enfin ça c'est une hypothèse. Les lésions cutanées ne sont pas une hypothèse, mais l'attribution de ces lésions cutanées au champ électromagnétique demeure une hypothèse, mais ça peut être éphémère, c'est-à-dire disparaître lorsque les sujets ne sont pas exposés au champ électromagnétique. Et puis quand vous avez, si vous voulez, une association, ce qui est le cas dans 30% des cas, d'une électro-hypersensibilité à une sensibilité multiple aux produits chimiques, donc ça veut dire que les malades sont intolérants à la fois au champ électromagnétique et à une multitude de produits chimiques, vous avez un nombre de lésions cutanées beaucoup plus... une fréquence des lésions cutanées qui est augmentée, c'est dans à peu près 40% et non plus. Donc on est là dans une maladie qui est organique. Et nous venons de publier tout ça et ça a été accepté par une revue à comité de lecture sans problème. Alors, c'est compliqué, tout est compliqué. La médecine environnementale est une discipline nouvelle qu'il faut absolument créer concrètement partout et elle est très difficile. Par exemple, ici, nous avons pu montrer qu'il y avait un lien entre l'existence d'amalgames dentaires métalliques en bouche et l'intensité des symptômes d'électro-hypersensibilité, comme si ces amalgames dentaires métalliques avaient un effet antenne qui aggravait les symptômes cliniques. Donc on est, si vous voulez, dans une pathologie où, fort heureusement, et ça c'est un petit peu grâce à ce qu'on a pu faire au niveau européen, c'est-à-dire démontrer que le mercure notamment était un métal extrêmement toxique par lui-même, avec des vapeurs de mercure qui passent par le nerf olfactif, dans la gaine du nerf olfactif et arrivent au système limbique, mais si vous voulez, il va aggraver bien sûr
les symptômes d'électro-hypersensibilité proprement dit. Donc voilà. Donc c'est compliqué parce que c'est multifactoriel. Alors, nous avons essayé sur... maintenant, on a à peu près 3000 cas, je vous l'ai dit. Nous manquons de moyens aussi en métropole parce que pour publier tous nos résultats, c'est surtout la recherche clinique qui est importante, mais nous avons trouvé tout au moins et publié un certain nombre de marqueurs biologiques qui nous permettent de reconnaître objectivement l'électro-hypersensibilité. Alors, si vous voulez, ce sont des biomarqueurs essentiellement d'inflammation. Alors, il y a un médiateur de l'inflammation qui est très important, l'histamine. L'histamine, nous la retrouvons augmentée chez près de 40% des malades. Et vous voyez qu'elle est plus souvent augmentée, un tout petit peu plus augmentée, lorsqu'on a associé à l'électro-hypersensibilité une sensibilité multiple aux produits chimiques. Mais, comme je vous le dirai dans un instant, sensibilité électromagnétique et sensibilité aux produits chimiques, c'est la même maladie. C'est deux versants différents, environnementaux différents, d'une même pathologie qu'on a située au niveau du système limbique, comme je vous le dirai, j'essaierai de vous le dire dans un instant. Alors nous avons aussi les protéines chaperones qui sont des marqueurs associés à l'inflammation. C'est des protéines qu'on va retrouver dans le sang. Vous voyez, c'est en bas de la c'est là les protéines chaperones. Vous voyez, c'est augmenté dans un certain nombre de cas et qu'on retrouve toujours un petit peu plus lorsqu'il y a une sensibilité multiple qui est associée à l'électro-hypersensibilité. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes en présence, non pas d'une pathologie psychiatrique ou psychologique, mais devant une pathologie qui a des moyens de diagnostic objectifs et qui est somatique, avec des marqueurs biologiques qui en permettent le diagnostic. Alors ici, vous avez deux marqueurs extrêmement importants qui sont la protéine S100B. Vous savez que c'est dans les services d'urgence, on demande souvent cette protéine pour savoir si le malade a une pathologie vasculaire cérébrale. Et puis la nitrotyrosine, qui est également un autre marqueur de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Donc ces deux marqueurs, protéine S100B et nitrotyrosine, sont des marqueurs de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Autrement dit, lorsque c'est augmenté, et d'ailleurs nous avons des arguments pour dire que quand l'un est augmenté, l'autre l'est aussi. Donc c'est deux marqueurs qui sont liés statistiquement ensemble. Eh bien, quand on a ces deux marqueurs-là, ou même l'un d'entre eux, on peut hypothétiser le fait qu'il y a une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Vous savez que c'est cette barrière qui sépare le sang et les produits toxiques qu'il véhicule des neurones, et en particulier par le biais des podocytes qui sont au niveau du cerveau, enfin de la macroglie qui est à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, il est clair que ceci est très important parce qu'on trouve ces marqueurs chez un certain nombre de malades. Vous voyez, à peu près entre 15 et 30% des cas, et en sachant que c'est toujours... Voilà, c'est à peu près identique dans les deux cas. Voilà, donc ceci, c'est encore un moyen de préciser ce à quoi on a affaire. Et puis vous avez aussi présence d'anticorps anti-homyéline. On a parlé ce matin de la homyéline, de la myéline dont on a parlé. Vous voyez que dans à peu près 22 à 23% des cas, on a une augmentation de ces auto-anticorps, ce qui fait que, et ça on a des arguments biologiques pour dire que ça peut être induit par des produits chimiques ou des champs électromagnétiques. Donc on est maintenant avec des méthodes diagnostiques si vous voulez, là, bon, il y a souvent un déficit en vitamine D, mais ça, c'est vraiment pas spécifique, et un déficit en zinc chez ces malades-là. Bon, on est maintenant, en tout cas, en présence
de marqueurs biologiques. Ici, vous avez encore la mélatonine. Vous avez une baisse de mélatonine dans 90 à 100% des cas. Alors, cette diapositive-là n'a pas été corrigée, mais nous sommes en train de la revoir parce qu'il y a un certain nombre de malades qui présentent à l'inverse d'une baisse de la mélatonine. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la mélatonine étant une hormone anti-stress oxydant. Donc, ça va... en fait, c'est pas la mélatonine qu'on dose, c'est un métabolite de la mélatonine, et on peut interpréter cette baisse comme une hyperconsommation de la mélatonine liée à l'existence d'un stress oxydant, ce que nous avons démontré également, ça va venir. Et donc, mais nous avons certains malades qui ont, à l'inverse, une hyperproduction de ce marqueur, de ce métabolite de la mélatonine, et là, nous ne savons pas encore pourquoi et comment pourquoi ça existe. Nous sommes encore qu'au niveau des hypostases. Alors voilà, ça c'est ce que nous avons fait et publié, donc, qui démontre que chez les malades atteints d'électrohypersensibilité, vous avez une augmentation du stress oxydé ou nitrosé. Ceci a fait le tour du monde actuellement, avec, si vous voulez, une diapositive que je vais vous montrer là, qui est plus didactique, qui est le fait que au moins un marqueur de stress oxydant perturbé, vous voyez, c'est à peu près 80% des cas. Seulement 1, c'est moins, seulement 2, c'est moins, et seulement 3, c'est moins. Donc ça veut dire que tout de même, il y a un stress oxydant, et là, nous retombons dans une pathologie commune, type diabète, type cancer, type Alzheimer, tout ce que vous voulez, puisque chez ces malades-là, on a une augmentation du stress oxydant. Le stress oxydant, c'est pas loin de l'inflammation de bas grade dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est, si vous voulez, l'un des mécanismes en cause pour expliquer l'apparition de ces maladies, avec bien sûr des nuances, puisque toutes les maladies ne sont pas les mêmes, mais il y a un point commun qui est le stress oxydant et l'inflammation de bas grade. Ceci est capital pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, alors nous avons été plus loin en utilisant un test qui était très critiqué, qui a été très critiqué et qui est pourtant reconnu aux États-Unis et qui nous permet d'aller plus loin dans l'étude du mécanisme d'action de ces pathologies, qu'il s'agisse de la sensibilité multiple aux produits chimiques ou de l'électrohypersensibilité. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on appelle une échographie cérébrale, mais qui est qui permet d'avoir tout de même une vision topographique des lésions, ce qui se passe. C'est-à-dire, on mesure les pulsations cérébrales en fonction des régions. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez la normale. Donc ça va de l'extérieur à l'intérieur. Alors attendez, là, il faut que je vous montre. Ça, c'est l'extérieur du lobe temporal droit. Ça, c'est le lobe temporal gauche, l'extérieur. Et la partie médiane, c'est-à-dire intérieure des lobes. Bon, et vous voyez que toutes les pulsations ici sont rouges ou rosées. C'est normal. Il y a, si vous voulez, c'est assez compliqué à expliquer, mais il y a eu une détermination de la médiane chez les sujets normaux de ce test. Et alors que là, au niveau d'une personne électro-hypersensible, vous avez du jaune ou du bleu, et là, c'est des régions qui sont absentes de pulsations. Les pulsations cérébrales sont très diminuées. Et vous voyez que les lésions qui sont ici notamment, c'est les régions qui correspondent au système limbique, au niveau de la région capsulothalamique, et en particulier du système limbique. Donc, ceci nous permet de localiser et de dire qu'il y a un trouble cérébral à ce niveau-là chez les sujets atteints d'électrohypersensibilité. Alors, c'est un schéma qui n'est pas suffisant. Voilà. Alors attendez, là,
Nous travaillons avec un Américain aussi, un couple américain, un sujet qui est relativement âgé. Et donc, là, on est en train de publier un tableau, un article commun sur les méthodes d'exploration des électro-hypersensibles. Lui, il utilisait une IRM fonctionnelle, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit apparaître des zones absolument anormales qui sont connectées de façon anormale et qui permettent de dire que ces sujets-là ne sont pas indemnes de toute pathologie cérébrale. Et donc ça, lui a publié déjà ses résultats, mais nous sommes en train de faire un article plus complet, incluant nos propres travaux avec ce qu'on appelle l'encéphaloscan, et là, en incluant notamment ce que je ne vous ai pas présenté, c'est l'échodoppler cérébral, qui nous permet de voir qu'il y a des anomalies de vascularisation au niveau des artères cérébrales moyennes, droite et gauche. Voilà. Donc nous avons des arguments pour dire que cette électro-hypersensibilité et cette sensibilité multiple aux produits chimiques ont des lésions fonctionnelles, voire lésionnelles au niveau du cerveau, et que ça concerne surtout le système vasculaire. Voilà. Donc tout ceci est en cours de publication. Alors que faire en pratique? Eh bien, il est évident qu'il faut adapter, si vous voulez, le traitement à ce qu'on peut constater par les tests fournis. Il faut donner, bien sûr, essayer de lutter contre l'hypoperfusion cérébrale, qui est un facteur de stress oxydant, donc donner des anti-inflammatoires et des antioxydants. Nous utilisons beaucoup la papaye fermentée, qui est commercialisée sous le terme d'immunage. Le ginkgo biloba est également intéressant et important. Et utilisant ces produits naturels, nous avons une récupération des troubles cognitifs dans environ 70% des cas. Bon, le vrai problème, c'est ces médicaments coûtent cher, notamment l'immunage. On va retomber sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ces médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et que là, il y a vraiment un travail à faire. C'est considéré comme des compléments alimentaires, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout important dans le domaine de la santé, et que c'est la philosophie plus que de la médecine. Donc, si vous voulez, il est clair pourtant que ces médicaments, moi je ne suis pas un adepte forcément des compléments alimentaires, mais là, nous avons publié et constaté qu'il y avait des améliorations de malades. Quand l'histamine est augmentée, il faut donner des antihistaminiques. Ça récupère d'ailleurs très rapidement sous forme d'antihistaminique. Et le meilleur antihistaminique que nous connaissons, c'est la polaramine, un vieux médicament qui est largement plus efficace que si vous voulez, les nouveaux antihistaminiques qui font qu'on a toujours la vertu. Comme c'est nouveau, on pense que c'est plus actif que l'ancien, mais ce n'est pas du tout toujours vrai. Et voilà. Donc, des antioxydants, bien sûr. Alors, les antioxydants, nous utilisons la L-carnosine comme attendez, L-carnitine, carnosine, je sais. La L-carnitine, hein, voilà. Bon, et puis, nous, bien sûr, compenser les déficits. Déficits en vitamine D, vous savez que la vitamine D est excessivement importante parce que c'est une vitamine qui... Alors, on la voit souvent sous l'angle du métabolisme calcique, mais c'est un médicament du système nerveux. Les déficits en vitamine D ont un retentissement sur le système nerveux central. Donc, c'est un médicament extrêmement important. Et c'est d'ailleurs, pour les grossesses, les pédiatres savent très bien que la vitamine D, il faut compenser la vitamine D. Bon, et là, c'est le cas. Quand vous avez un fort déficit, il faut vraiment jouer sur ça. Et puis, vous avez en fait, ces médicaments-là ne sont pas suffisants. Il faut protéger contre les champs électromagnétiques. Bien que, ça répond d'ailleurs un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure par ce représentant de l'ARS, donnez-nous une conduite à tenir, faites que les malades soient traités. Et bien là, il faut prendre en charge ces malades-là au niveau thérapeutique, bien avant qu'on ait la preuve que les champs électromagnétiques sont et on commence à les avoir. Dans mon dernier bouquin, j'apporte des arguments de preuve
pour dire que c'est lié au champ électromagnétique, mais pas que au champ électromagnétique. Les produits chimiques peuvent aussi induire des électrohypersensibilités, mais si vous voulez, il faut prendre les devants, bien que ce ne soit pas prouvé. Au nom du principe de précaution, il faut les protéger contre les champs électromagnétiques. Et là, il y a toute entre guillemets, une industrie qui s'est mise en place avec des firmes qui fabriquent des tissus anti-ondes qui possèdent des fibres de cuivre et d'argent pour que les champs électromagnétiques soient transformés en courant électrique dans ces fibres. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien sûr protéger, ne pas mettre directement ces champs, ces tissus anti-ondes directement sur la peau, car si vous avez des courants électriques qui sont induits par ces champs électromagnétiques, ça va traverser la peau et donc créer des dégâts. Donc il faut mettre du coton notamment pour qu'il y ait un isolant qui puisse éviter que la peau que les charges électriques passent dans la peau. Et associé à cette protection, ce que les Américains appellent le earthing, c'est-à-dire mettre les pieds nus à la terre, comme un paratonnerre, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient pieds nus par terre de façon à que les charges électriques aillent dans la terre, comme dans un paratonnerre. Voilà, alors l'histamine a un rôle clé d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, mais il n'y a pas que l'histamine, il y a également, et tout passe par les mastocytes, si vous voulez, qui sont des éléments d'inflammation neurogénique dans le cerveau qui se passe, et sous l'effet des champs électromagnétiques, vous avez cette inflammation de bas grade, avec les mastocytes qui vont synthétiser de l'histamine, mais d'autres substances également pro-inflammatoires, et tout ça va conduire avec une ouverture de la barrière hémato-encéphalique qui elle-même va aggraver l'inflammation, puisqu'à ce moment-là, au bout d'un certain temps, quand il y a cette ouverture, les cellules pro-inflammatoires du sang vont passer et aller dans le cerveau, ce qui est beaucoup plus ennuyeux. Alors, nous avons un modèle qu'on a publié qui va aboutir de l'environnement à, si vous voulez, la sécrétion de ces relargage de l'histamine et d'autres médiateurs, induction d'un stress oxydant ou nitrosé, ouverture de la barrière hémato-encéphalique, migration des cellules inflammatoires circulantes dans le cerveau, neuroinflammation à prédominance capsulothalamique, c'est-à-dire au niveau notamment de la capsule, c'est-à-dire de cette région au niveau des lobes temporaux et du thalamus aussi qui peut être atteint. Voilà, alors ça c'était ce que nous avions organisé. L'enfant, on retrouve toujours l'enfant, cette vulnérabilité vis-à-vis des champs électromagnétiques. Voilà, ça a été publié par Gandhi, un célèbre chercheur sur ce sujet-là. Vous voyez que par rapport les champs électromagnétiques, la taille du crâne de l'enfant est beaucoup plus petite et que les champs électromagnétiques vont créer beaucoup plus les champs électromagnétiques vont être absorbés en plus grande quantité chez l'enfant par rapport à l'adulte. Vous avez ici l'adulte. Ça, c'est l'adulte. Voilà l'enfant à 5 ans, l'enfant à 10 ans. Donc, là encore, très grande vulnérabilité de l'enfant, non seulement pour des raisons purement spatio-temporelles, mais également pour des raisons de fragilité du système nerveux. Le système nerveux se développe, il y a ce qu'on appelle l'épigénèse. Ce matin, dans ce qui a été dit, il faut bien distinguer l'épigénétique, de façon générale, de la neuroépigénèse. Épigénèse, c'est-à-dire le développement du système nerveux qui se passe après la naissance. Alors, il y a des arguments également. Vous voyez ici la tour de San Francisco chez l'enfant. On a fait une étude longitudinale aux États-Unis et on a des leucémies, des tumeurs du cerveau et des lymphomes qui vont se développer. Plus on est proche de cette source électromagnétique, plus la probabilité de faire un cancer chez l'enfant va être importante.
Alors, on a parlé d'autisme un petit peu ce matin, voilà. Alors, ce qui se passe, oui. Alors, l'autisme, on ne sait pas si... Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'autisme. Vous savez que c'est... Ce qui a été dit ce matin, c'est absolument vrai. Vous savez qu'un enfant sur 68 est atteint d'autisme aux États-Unis et en Europe. Hein. Ou 1 sur 60 même. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et là, comment, au début, on avait pensé que l'autisme était une maladie purement psychiatrique, qui mettait en cause la mère, en disant que la mère, c'était la forteresse vide, vous savez, tout ce qui avait été dit à l'époque, et qu'on ne faisait de l'autisme une maladie psychiatrique. C'est pas du tout vrai, c'est une maladie somatique, comme, si vous voulez, la maladie d'Alzheimer, comme l'électro-hypersensibilité, etc. Et c'est lié à quoi? C'est tout simplement lié au fait qu'il y a... pendant la grossesse et après la grossesse chez les enfants, donc des connexions neuronales qui ne se font plus, tout simplement parce que les dendrites, il y a moins de dendrites, et donc cette connexion ne se faisant plus, l'enfant perd ses capacités neurologiques. Donc ceci est excessivement important, et si vous voulez, avec des atrophies partielles des corps cellulaires des neurones. Donc ceci est actuellement bien démontré. On est donc dans une pathologie là encore somatique et non plus psychiatrique. Vulnérabilité de l'enfant. Alors les preuves, je vais passer, mais à la recherche des preuves, c'est dans le livre. Donc si vous voulez, et là ça peut intéresser tout le monde. La causalité, les preuves d'une causalité ont été bien définies par l'OMS. Et très souvent, si vous voulez, on n'utilise pas ces arguments de l'OMS. Que dit l'OMS? Il dit d'abord que les principes sur lesquels on s'appuie sont scientifiques. Bon, ça, c'est déjà important, ça élimine tout ce qui n'est pas scientifique, c'est-à-dire la philosophie, hein, tout ce qu'on peut imaginer, l'opinion. Parce que malheureusement, même les scientifiques eux-mêmes, quelquefois tombent dans l'opinion, c'est-à-dire le préjugé. C'est ce que Claude Bernard dénonçait déjà, et surtout en médecine, les médecins quelquefois ont des préjugés et n'ont pas, si vous voulez, de rigueur scientifique suffisante lorsqu'ils affirment un certain nombre de choses. Les mécanismes sous-jacents sont compris. Eh bien oui, on comprend maintenant beaucoup de mécanismes au niveau des pathologies. Pour ce qui est de l'électro-hypersensibilité, il y a le stress oxydant, il y a les marqueurs qu'on a trouvés, donc on peut construire, si vous voulez, on peut comprendre les mécanismes. Si vous n'avez pas de mécanisme compris, déjà la causalité est beaucoup plus difficile à admettre. Une relation dose-réponse est établie. Ceci est capital. C'est-à-dire que quand on n'a pas, et ça c'est capital notamment pour les études épidémiologiques, quand on n'a pas une dose-réponse, c'est-à-dire une augmentation de la réponse vis-à-vis de la dose, c'est pas démontré. Mais, comme il vous a été très bien dit ce matin, il y a des effets dose qui ne sont pas forcément linéaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet qui augmente avec la moindre intensité de dose qu'avec la dose augmentée. Donc ce n'est pas du tout facile non plus à bien démontrer cet effet dose, mais c'est capital pour montrer un lien de cause à effet. Les résultats expérimentaux sont reproduits dans des laboratoires indépendants ou appuyés par des études connexes. Là aussi, c'est capital. Il faut qu'il y ait des laboratoires indépendants. Et pour revenir au problème du chlordécone en Martinique, il aurait été un plus si on avait reproduit en Martinique ou ailleurs, ou en île de Réunion ou ailleurs, si vous voulez, ce qui a été mis en évidence en Guadeloupe par des équipes indépendantes. Donc c'est la raison pour laquelle on peut donner un plus à des études indépendantes plutôt que de mettre tout dans la même étude. Voilà. Donc ça c'est essentiel. Alors pour ce qui est de l'électro-hypersensibilité et de la sensibilité multiple aux produits chimiques, je me suis évertué dans le livre notamment de montrer que ces 4 principes de causalité définis par l'OMS étaient remplis en ce qui concerne
l'électro-hypersensibilité. Donc ceci fera l'objet d'un article à venir, mais nous n'en sommes pas encore là. Voilà, ça c'est un rappel de ce que c'est que les ondes électromagnétiques. Il y a la longueur d'onde, il y a l'amplitude, c'est-à-dire la puissance de l'onde, et puis il y a la fréquence, la longueur d'onde de la fréquence. Bon, alors là, je vais passer sur ça, que c'est c'est compliqué. Vous avez les extrêmement basses fréquences, c'est surtout le courant électrique, si vous voulez, par exemple, qui est à 50 ou 60 Hz, 60 Hz aux États-Unis, 50 Hz en Europe. Et puis vous avez les radiofréquences. Alors les radiofréquences, ça va, c'est les radios, les fréquences radio, etc. C'est la télévision aussi. Et vous avez les hyperfréquences, c'est-à-dire au-delà de, que je ne dise pas de bêtises, au-delà de 300 MHz, vous avez les hyperfréquences au micro-ondes, et c'est celles qui concernent essentiellement la technologie sans fil, et qui sont, donc, pour lesquelles on a démontré qu'elles étaient toxiques chez l'homme. Alors, voilà, alors, là, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les ondes qu'on fabrique, que les opérateurs fabriquent, ont des effets délétères sur la santé. Pourquoi? Alors d'abord, ce qui est extrêmement difficile à admettre, à comprendre, lorsqu'on n'est pas professeur de biophysique, c'est que les ondes porteuses, ce sont les radiofréquences, mais à ces radiofréquences sont annexées structurellement des extrêmement basses fréquences. Je ne peux pas m'étendre au-delà, mais ça veut dire que les radiofréquences ont une capacité, plus la radiofréquence augmente en fréquence, moins elle pénètre dans l'organisme, alors que les extrêmement basses fréquences pénètrent très facilement dans l'organisme. Donc ça veut dire que dans les ondes qui nous sont fabriquées, il y a aussi un effet basse fréquence dont il faut tenir compte au niveau de la santé, des effets sur l'organisme. Alors, polarisation et pulsatilité des ondes artificielles, ça c'est très important. C'est la différence des ondes naturelles. Nous nous sommes adaptés depuis des millions d'années, depuis que la vie existe sur Terre, nous nous sommes adaptés aux ondes naturelles. Mais les ondes naturelles, elles ne sont pas polarisées. C'est-à-dire qu'autour de la ligne de propagation de l'onde va prendre des multiples directions tout autour de cette ligne de propagation. Donc elle n'est pas polarisée. Rappelez-vous la polarisation de la lumière, c'est-à-dire que ça va se faire dans une seule direction. Bon. Et les ondes que nous mettons sur le marché sont polarisées, c'est-à-dire qu'elles se font dans une seule direction perpendiculaire à la ligne de propagation de l'onde. Et c'est ça que le vivant ne tolère pas parce qu'il n'est pas adapté à cette polarisation. Et elles sont en plus pulsées, c'est-à-dire que pour que l'onde soit porteuse d'un message informationnel, il faut qu'elle, si vous voulez, ce sont les trains d'ondes qui vont détenir cette information et qui fait qu'elles ne sont pas continues comme dans le cas des ondes naturelles. L'onde naturelle, elle est continue. Elle n'est pas pulsée, si vous voulez. Et ce côté pulsé et polarisé font que, tout au moins c'est ce qui est admis par la communauté internationale des biophysiciens. Je travaille notamment avec le professeur Panagopoulos en Grèce, à Athènes, et qui est, lui, celui qui a démontré pour la première fois que les ondes artificielles étaient polarisées, et tout ceci est très important. Alors, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle au niveau du spectre électromagnétique un endroit où l'onde va provoquer des ionisations. Alors ça vous rappelle peut-être vos souvenirs de physique en terminale, c'est-à-dire que vous prenez du NaCl, et ben, le NaCl va s'ioniser un petit peu dans l'eau, c'est-à-dire va pas former des ions, Na+, Cl-. Bon, bien, sous l'effet des champs électromagnétiques, lorsqu'il y a une énergie suffisante, c'est-à-dire que l'intensité de l'onde va être suffisante, vous allez avoir une ionisation des tissus. Bon.
Mais ce que l'ICNIRP, c'est-à-dire comment vous dire, cette agence, cette ONG qui d'origine allemande et qui fait la loi et le beau temps, la pluie et le beau temps au niveau de l'OMS, mais qui est comment vous dire, qui a des liens très étroits avec, malheureusement, avec l'industrie, définit un seuil de tolérance qui est lié sur l'ionisation et refuse d'admettre qu'en dessous de l'ionisation, c'est-à-dire pour des ondes qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour casser les molécules, eh bien, il n'y a pas d'effet sur la santé, pas d'effet biologique, pas d'effet sur la santé. Et ça, c'est un véritable combat qui existe aujourd'hui face à cette ONG qu'on appelle l'ICNIRP et qui est de connivence avec l'OMS actuellement. Il faut dire que l'OMS est perméable aujourd'hui aux industriels, puisque financé en très grande partie, notamment par les opérateurs. Donc, ce qui fait que nous sommes, si vous voulez, là en présence d'une corruption idéologique qui nous bloque pour savoir ce qui se passe. Alors, au niveau scientifique, il faut savoir aussi qu'il y a la fréquence qui compte, mais aussi la durée d'exposition. Il est évident que si vous êtes exposé de façon très brève à des intensités faibles, vous n'allez pas avoir de symptômes persistants, mais si vous avez une durée d'exposition très prolongée, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants qui sont soumis à des champs électromagnétiques, c'est toute leur vie qui vont être soumis, et bien à ce moment-là, vous avez des doses très faibles qui vont avoir, donc dans le cadre de cette toxicité chronique, car tout le problème aujourd'hui n'est pas de la toxicité aiguë, comme on a pu l'entendre pour ce qui est du chlordécone, c'est la toxicité chronique qui est à craindre, donc qui est liée non seulement à l'intensité de dose, mais c'est surtout la durée d'exposition qui est le poison de ce type d'intolérance. Alors voilà, vous voyez que en fait, c'est le spectre qui va des basses fréquences aux très hautes fréquences, et que vous avez ici la lumière visible. Attendez, j'ai fait encore une bêtise. Non. Attends, non. J'arrive pas. C'est-à-dire que j'appuie sur... Non, toi. Je voudrais aller en avant, là. Ça marche plus. Ah voilà, c'est bon. Ça, je suis passé sur ça. Voilà. Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Voilà, donc vous avez ici la lumière visible. Vous avez ici la lumière visible. Alors tout ça, tout ce qui est là, si vous voulez, c'est les UV, etc. Tout ça, c'est reconnu comme cancérigène, c'est ionisant. Bon. Mais vous avez l'ionisation, ça se fait à peu près là, et donc tout ce qui est en dessous n'est pas reconnu par l'ICNIRP comme pouvant être délétère. Et c'est ce professeur Panagopoulos qui a notamment montré que même lorsqu'on est à des ondes, en présence d'ondes qui n'ont pas l'énergie suffisante pour casser les molécules, eh bien, on peut tout de même avoir des effets délétères au plan biologique et sur la santé. Alors tout ceci est bien sûr assez compliqué, c'est expliqué dans le livre de façon la plus simple possible, mais je pense qu'il y aura un autre livre pour essayer, quand on aura le temps, d'expliquer encore plus simplement les choses. Alors, oui, ici, donc, si vous voulez, ce qui est ces effets non thermiques ou microthermiques, car il peut y avoir une petite augmentation de la chaleur, mais qui n'est insuffisante pour créer de l'ionisation. Donc, c'est démontré sur le cerveau, le cœur, les organes génitaux et la thyroïde. Donc, ce qui est très important, c'est que vous allez tout de suite comprendre que le cerveau
il y a des champs électromagnétiques naturels dans le cerveau. Ben, quand vous avez des champs électromagnétiques artificiels, ça va perturber ces champs électromagnétiques naturels et donc créer des anomalies fonctionnelles dans un premier temps et lésionnelles ultérieurement. La même chose pour le cœur. Et les champs électromagnétiques, mis sur le marché, ça perturbe les pacemakers, bien sûr, chez les sujets qui sont porteurs de pacemakers, mais ça crée des troubles du rythme chez un certain nombre de sujets. Voilà. Il y a de très nombreuses publications scientifiques dans les journaux internationaux. J'en ai recensé plus de 200 ou 300. Dans le livre, vous en avez à peu près 500. Et on revient sur ce que je vous ai dit au début: cancer, maladie d'Alzheimer, neuropathie dégénérative du système nerveux, baisse de fécondité. C'est très très bien démontré chez l'homme et chez la femme, donc avec des avortements chez la femme liés lorsque les femmes, par exemple, utilisent un ordinateur connecté en Wi-Fi sur les genoux, les ovaires en prennent plein la figure. De même pour les hommes au niveau des spermatozoïdes. Donc, si vous voulez, tout ceci est clairement démontré et confirmé par des études in vitro. Donc voilà. Alors, bien sûr, le développement neurologique et du comportement chez l'enfant, les enfants sont excessivement vulnérables et il y a des tas de symptômes épars, les troubles du sommeil de l'enfant, les violences et l'irritabilité au niveau des jeunes adolescents, des adolescents, etc. Alors, l'OMS a reconnu, par exemple, clairement les addictions aux écrans de façon générale, mais n'a pas inclus dedans le rôle des champs électromagnétiques au niveau de ces écrans. Alors ça existe, si vous voulez. Voilà. Donc on a des tas de facteurs et les syndromes dépressifs. La dépression, ça a été tout à fait montré dans les études épidémiologiques que ça pouvait être lié à la proximité d'une source électromagnétique sous la forme d'une ligne à haute tension ou des antennes relais. Donc tout ça existe, mais c'est difficile à faire passer au niveau de la population, puisque nous sommes engagés dans une espèce de fuite en avant technologique, où on parle même dans certains pays maintenant de la 6G, c'est même plus la 5G, et voilà. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas, mais là il y a des factures à payer au niveau de la société, et malheureusement c'est pas pris en compte. Alors, marche plus mon truc là. Voilà. Alors, ça, je vais passer sur les arguments, c'est dans le livre, mais il y a beaucoup d'arguments qui nous disent que déjà symptomatiquement, que quand les sujets avec leur téléphone portable ont des acouphènes qui apparaissent ou des maux de tête, etc., bon ben là, il y a tout de même un lien de causalité évident, puisque c'est spatio-temporal. Bon, j'ai du mal maintenant, comment ça se fait? Voilà, je pense aussi sur ça. Voilà, alors, convaincre les pouvoirs politiques et administratifs de la réalité de l'électrohypersensibilité et du rôle néfaste des technologies sans fil, ben c'est un combat très difficile que nous avons engagé. D'abord, au Sénat, en organisant un colloque à Paris au Sénat en mars 2009, réunion de consensus international à Bruxelles, à l'Académie royale de médecine de Belgique en mai 2015, réunion à l'OMS à Genève en mars 2017, et maintenant pour ce qui est de la 5G, une contre-expertise de l'ESRI, là qu'on vient d'envoyer, concernant le rapport de l'ANSES qui innocente complètement la 5G. Nous pensons que ce rapport est incomplet, partial et non indépendant, c'est-à-dire qu'il dépend du pouvoir politique. Voilà, alors là c'était le colloque au Sénat. Alors on reconnaît un certain nombre de gens, le professeur Ardel, Hall Johnson, Adel Koffer, un Allemand, etc. Ici à Réunion, à Bruxelles. Et là, une réunion à l'OMS avec un certain nombre de gens. Voilà, alors, si avec la santé, avec ses problèmes de causalité à démontrer, etc., et vous avez vu la multitude des facteurs en jeu, hein, on parle des amalgames dentaires métalliques qui font antenne, de l'association à une sensibilité multiple aux produits chimiques,
des expositions à définir et à mesurer qui ne sont pas faciles, parce qu'on est maintenant dans une véritable pollution, ce que les gens appellent l'électrosmog. Et alors on nous dit, prenez des témoins non pollués, mais on ne peut plus prendre de témoins parce que tout le monde est plus ou moins exposé d'une façon ou d'une autre. Donc c'était excessivement difficile de faire des études et cas témoins actuellement concernant cela. Mais en plus, on a une multitude de travaux qui nous montrent que les plantes et les animaux sont sensibles aux champs électromagnétiques. Il faut savoir que, par exemple, les oiseaux migrateurs fonctionnent grâce au repérage et à la lumière, mais aussi aux champs électromagnétiques. Ils ont des récepteurs dans la rétine qui leur permettent de se diriger. Et je pense que même les poissons, si vous voulez, les bancs de poissons, pourquoi ils sont toujours ensemble? Parce qu'il y a probablement également des champs électromagnétiques qui les maintiennent, si vous voulez, ensemble. Donc tout ceci est extrêmement, encore hypothétique bien sûr pour certains côtés, mais c'est extrêmement important à envisager. Donc il y a tout un chapitre, si vous voulez, qui existe dans le livre. Il y a 3 chapitres qui ont été écrits par un spécialiste qui est le professeur Gérard Ledoy. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des récepteurs à champs électromagnétiques dans notre système nerveux, à l'intérieur de nos neurones, mais surtout également de la gliose cérébrale, c'est-à-dire de toutes les cellules de support aux neurones, et également dans les cellules des méninges. Et que ces récepteurs font que se sont adaptés. Alors, ces récepteurs étaient adaptés, bien sûr, aux champs électromagnétiques naturels, mais au niveau des champs électromagnétiques artificiels, on ne sait pas bien comment ça se passe, mais probablement que les champs électromagnétiques artificiels dérangent ces récepteurs, fait qu'ils ne fonctionnent plus bien, et ce qui serait peut-être, je dis bien, c'est des hypothèses, impliqué dans la perte de sensibilité, l'extrême sensibilité au contraire aux champs électromagnétiques. Donc il y a une perte de régulation à ce niveau-là qui se ferait au niveau des circuits neuronaux qui siégeraient au niveau du système limbique notamment. Donc tout ceci est encore au niveau de pure hypothèse, mais on est là sur quelque chose qui commence à devenir plausible. Alors la 5G, vous savez qu'il y a dans la 5G, c'est assez hétérogène. Vous avez la 4G+, qui est l'extension de la 4G actuelle à l'amplification des antennes, etc. Il y a aussi, dans la 5G, la bande de fréquence de 3,5 GHz. Nous ne sommes plus dans les mégahertz, nous sommes dans les gigahertz, c'est-à-dire dans des fréquences beaucoup plus élevées, dans ce qu'on appelle les hyperfréquences. Et puis, les bandes de fréquence 26 GHz, là, ce n'est pas encore tout à fait accepté. Et ce que dit le rapport de l'ANSES, c'est que ce soit la 4G+, il nie l'existence des effets délétères biologiques et sanitaires et environnementaux au niveau de la 4G. Alors, niant ces effets-là, ça les met facile à dire qu'il n'y aura pas de différence probable entre 4G et 5G, bande de fréquence 3,5 GHz, tout simplement. Alors à partir du moment où il n'y a pas de différence, il est vraisemblable qu'il y ait peu de différence, comme ils n'admettent pas l'existence de troubles au niveau de la 4G+, de la 4G, eh bien tout va bien dans le meilleur des mondes, on peut continuer à aller dans cette direction de 3,5 GHz. Alors il faut dire qu'il n'y a que 5 publications concernant la 3,5 GHz et disent que vraisemblablement on n'aura aucun effet supérieur à la 4G actuelle. Donc c'est un enfermement qui est, je dirais, dogmatique et bien sûr partial et qui n'est pas scientifiquement correct, qui est du domaine de l'opinion et non pas de la rigueur scientifique. Voilà, alors là, c'est tout simplement pour vous démontrer que plus la fréquence augmente et moins ça pénètre dans un organisme.
hein. C'est ce qu'on appelle la densité de puissance absorbée par un muscle en fonction de la profondeur de pénétration à partir de la peau. Bien, vous voyez que quand on est à 10 MHz, qui est la courbe du haut, ça pénètre beaucoup plus que lorsqu'on est en bas à 2450 MHz. Voilà. Alors tout ça est dans le livre noir. Donc c'est un livre difficile, qui est un livre coopérateur. L'intérêt, c'est que c'est une expertise collective. C'est pas moi, j'en ai écrit un certain nombre de chapitres, mais si vous voulez, il y a des gens. On a fait appel notamment à un biophysicien belge, et on a un comité de parrainage qui est international, qui est avec les meilleures pointures scientifiques actuellement dans le monde concernant l'effet des champs électromagnétiques sur la santé et l'environnement. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire. Alors on est bien sûr complètement en dehors de tout ce qu'on a évoqué ce matin. C'est pas le combat direct de l'ANSES, d'après ce que je peux comprendre, mais bien que ça puisse en faire partie. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui aussi de tous les côtés que nous sommes envahis par ces problèmes de pollution. Voilà. Et donc d'où l'importance de rester dans ce combat purement scientifique, en séparant ce qui est acquis au niveau des faits scientifiques des hypothèses, et surtout en bannissant de notre discours toute opinion ou préjugé, de façon à rester purement scientifique. C'est notre seule façon d'apporter une certaine crédibilité aux actions que nous menons, et en laissant des organismes tels que l'ARS, et j'ai eu plaisir à discuter tout à l'heure avec notre ami de l'ARS, qui n'a pas non plus un travail facile, car il est lui aussi avec une administration qui a ses aspects politiciens aussi. Ce que j'ai regretté, c'est l'absence de collaboration avec la Guadeloupe. J'avais proposé à Luc Multinier c'est Luc son prénom ? Oui, Luc, c'est bien ça. De travailler ensemble. Ça n'a pas été possible, ça n'est pas possible, mais il faut que en Martinique, il y ait vraiment le combat scientifique puisse continuer. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens vraiment de toute mon ardeur et de mes capacités le travail de l'ANSES. Il faut absolument que la Martinique finisse par créer également une activité de recherche, et j'ai été tout de même très très content de voir que notre collègue du CHU prenait ce chemin. Merci pour ce que vous faites, car c'est très important qu'il y ait une recherche, ne serait-ce que bibliographique, mais au-delà même de la bibliographie, une recherche qui se fasse véritablement autour, bien sûr, des problèmes qui concernent directement les pesticides, j'en parlais tout à l'heure également, mais là c'est très important. Et soutenez l'ANSES, qui peut être une espèce de caisse de résonance, tout en sachant qu'il y a des compétences ici médicales qui n'existent peut-être pas partout de cette façon-là. En tout cas, merci.